Bonjour à tous. Donc, je me présente, Jérémy Raoul. Je suis conseil en propriété industrielle au cabinet Santarelli Group. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment protéger ses idées par le biais de la propriété industrielle. Alors d'abord une petite précision, on ne protège pas une idée en tant que telle. Par contre, on peut protéger les moyens qui matérialisent cette idée. Alors ces moyens peuvent être protégés par de nombreux outils de protection industrielle, de protection intellectuelle, tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles, ou même le droit d'auteur. Donc cette intervention aura pour but de faire un tour d'horizon de tous ces moyens qui vous sont donnés. Je vais commencer par une présentation rapide de Santarelli Group. Donc Santarelli Group, depuis début 2021, est un groupe qui, qui a englobé trois cabinets, donc Ipside, Santarelli et Brevalex, qui ont décidé de fusionner afin de donner naissance à l'un des nouveaux leaders de l'API en Europe. Donc actuellement, il y a 285 collaborateurs, dont 110 ingénieurs, juristes et avocats. Donc nous travaillons dans à peu près tous les secteurs, donc mécanique, chimie, bio, pharmacie, informatique. On a également la branche Ipside Avocat, donc ce qui permet d'accompagner les clients du début à la fin, donc de leur idée, de comment protéger leur idée, jusqu'à la défense de leurs droits. Nous sommes implantés un peu partout en France et également aux États-Unis et en Chine. Donc ce qui permet de défendre vos droits dans différents pays, d'avoir des accords par exemple pour faire toutes les procédures aux États-Unis sans passer par d'autres cabinets. Nos principales prestations en termes de brevets, donc, qui vont de la recherche d'antériorité au dépôt de demande de brevets, des études de liberté d'exploitation, de tout le suivi de procédures évidemment. Nous pouvons également gérer toutes les actions à l'encontre des brevets de vos concurrents, donc tout ceci par la branche des brevets ou de Ipside Avocat. On fait également de la valorisation de vos brevets, donc l'audit de votre portefeuille brevet, la rédaction de contrats de licence, transfert de technologie, des négociations de contrats, de la rédaction de contrats également. Et on peut également vous assister dans l'exploitation et la défense de vos brevets. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de droit de la propriété industrielle? Alors là, je vous ai mis une image d'un petit bateau. À votre avis, qu'est-ce qu'il y aurait comme protection possible dans les droits en termes de droit de la propriété industrielle, voire même intellectuelle? Personne? Pas d'idée? Bon. Eh bien, il y a différentes formes. Tout ce qui est technique, par exemple, on peut avoir un nouveau moteur, on peut avoir un nouveau matériau pour la coque, on peut avoir une forme technique également. Donc la forme de la coque qui va permettre d'avancer plus vite, qui va permettre de consommer moins de carburant. Tout ceci, on pourra le protéger par brevet. La, la dénomination du brevet, qui pourrait être protégée par la marque. La forme esthétique, qui pourrait être protégée d'office par le droit d'auteur, lorsque vous avez créé cette coque ou ce bateau. Et également par dessin et modèle, donc avec une intervention de votre part. Il y a également la documentation, donc le guide technique, comment se servir du bateau, qui pourrait être protégé par droit d'auteur. Et également le microcode et les logiciels qui font tourner le bateau, qui pourraient être protégés par le droit d'auteur et le brevet. Je vous ai mis un autre exemple un peu plus simple. Une machine à café. Donc la machine à café est également protégée par de nombreuses
formes de propriété intellectuelle. Il y a tout d'abord la forme esthétique de la machine à café. Donc c'est ce que vous allez retrouver par exemple chez Nespresso qui n'apporte aucune contribution technique. Donc elle sera protégée par le droit d'auteur, par les dessins et modèles. Vous allez également pouvoir protéger la dénomination, le logo par la marque, typiquement Nespresso. Vous pouvez également protéger, je vais prendre des accessoires, mais les capsules. Vous pouvez protéger l'esthétique par dessin et modèle. Les capsules, vous pouvez protéger aussi la marque et le logo. Ensuite, vous avez également le microcode et les logiciels qui font tourner la machine à café. Par exemple, qui détectent que vous avez mis la bonne capsule, qui détectent si vous avez mis un espresso ou un café long ou autre. Tout ceci sera protégé d'office par le droit d'auteur. Et vous pouvez également faire on en parlera plus tard, mais vous pouvez également breveter certains aspects de mise en œuvre du logiciel, sachant que le logiciel en tant que tel n'est pas brevetable. Et ensuite, vous avez évidemment les fonctionnalités techniques qui sont protégeables par brevet, ainsi que les formes techniques. Par exemple, la façon de faire couler plus rapidement le café ou autre. Si ça dépend de la forme, ça a un aspect technique, donc ce sera brevetable. Un autre exemple, avec un site internet. Donc c'est pas toujours évident, mais il y a des choses que vous pouvez protéger dans un site internet. Typiquement, vous pouvez protéger le nom de domaine, vous pouvez protéger la marque de votre société qui va apparaître sur le site internet. La base de données pourra être protégée par le droit d'auteur. Et ensuite, vous aurez toute la charte graphique qui sera protégée par le droit d'auteur, qui pourra être également protégée par des dessins et modèles, voire même certaines parties de votre charte graphique peuvent constituer en elles-mêmes une marque. Et ensuite, vous avez, oui, microcode et logiciel par droit d'auteur et brevet, comme pour la machine à café. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de chacun des titres potentiels de propriété industrielle, à commencer par le brevet. Alors, un brevet est fait sur une invention. Par invention, on entend une solution technique à un problème technique donné, sachant que cette solution technique doit avoir une application industrielle. Par industriel, on entend tout type d'industrie, que ce soit agroalimentaire, que ce soit génie civil, que ce soit vraiment tout type d'industrie. Alors, il y a des exceptions à ces inventions au niveau de la brevetabilité, des inventions qui ne sont pas brevetables. Typiquement, les découvertes, les principes physiques, les méthodes mathématiques ne sont pas brevetables, sont exclus de la brevetabilité. Également des choses telles que le mouvement perpétuel, qui est difficilement réalisable, qui n'est pas brevetable. On en a parlé tout à l'heure, il y a également les logiciels. Alors, les logiciels sont exclus en tant que tels de la brevetabilité, mais le procédé mettant en œuvre ce logiciel, avec certaines tournures, peut être protégé malgré tout. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher de votre conseil pour plus de détails, on va dire, sur comment protéger ces aspects. Alors, pour obtenir un brevet sur une solution technique, celle-ci doit répondre à 3 critères. Donc le premier, c'est l'application industrielle, dont on a parlé. Ensuite, une invention doit être nouvelle. Par nouvelle, on entend qui n'est pas comprise dans l'état de la technique, au sens strict. C'est-à-dire, vous avez une solution A. Si la solution A existe déjà dans l'ère antérieure, vous ne pourrez plus la breveter. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus breveter le pneu tel qu'on le voit, tel qu'il existe. Par contre, il y a tout un tas d'innovations qui sont faites sur les pneus
puisqu'il y a des modifications qui sont faites, des améliorations qui sont faites, et c'est ces améliorations-là qui sont brevetées. Ensuite, une solution technique doit être inventive. Alors, autant la nouveauté est assez objective, ça existe pas, autant l'activité inventive a un caractère subjectif. En gros, il faut que l'invention ne découle pas d'elle-même de manière évidente pour l'homme du métier du domaine de votre solution technique. En clair, vous inventez un nouveau système thermodynamique. L'homme du métier, ce sera celui des systèmes thermodynamiques. Et quand il voit votre solution, quand il voit ce qui existe déjà, il ne faut pas qu'il puisse arriver à votre solution en voyant ce qui existe déjà de manière évidente. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un raisonnement, faut vraiment qu'il y ait un raisonnement pour arriver à votre invention, pour que celle-ci soit inventive. Et donc ça, c'était le troisième critère. Et avec ces trois critères, votre solution est en théorie brevetable. Et donc vous pouvez obtenir un brevet. Alors ces trois critères en France, sont déterminés par l'INPI. Donc lorsque vous déposez une demande de brevet, c'est l'INPI qui examinera si vous respectez la nouveauté en faisant une recherche dans l'état de la technique, si vous êtes inventif, et l'application industrielle également. Sachant que pour l'application industrielle, c'est quasiment toujours le cas, puisque si vous passez par un conseiller en propriété industrielle avant, celui-ci vous dira ça rentre pas dans, ça rentre dans le champ des exclusions à la brevetabilité, donc ne faites pas un brevet dessus. Donc un brevet s'étend à un territoire déterminé. Par exemple, si vous faites un premier brevet français, votre brevet s'étend à la France. Ensuite, vous aurez un délai d'1 an à compter de la date de dépôt pour choisir dans quel pays étendre votre brevet. Par exemple, si vous choisissez de l'étendre aux États-Unis, au Japon, en Chine, votre brevet, une fois délivré, dans l'hypothèse où il est délivré, aura une valeur que dans ces pays-là. C'est-à-dire, il n'aura pas de valeur dans le cadre d'une extension aux États-Unis, Chine, Japon, il n'aura pas de valeur en Australie, typiquement. Donc quelqu'un en Australie pourra exploiter votre solution. Votre brevet est valable pour une durée maximale de 20 ans à compter de la date de dépôt. Et ceci avec le paiement de taxes annuelles pour le maintenir en vigueur. Alors, le brevet est comment dire, contrairement à une enveloppe solo, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le brevet est réellement un droit d'interdire d'exploiter votre solution. Quand vous avez une enveloppe solo, en fait, l'enveloppe solo vous protège pour le contenu que vous avez inséré dedans. Donc, pour un mode de réalisation qui est contenu dans cette enveloppe solo, vous aurez un droit d'exploiter si jamais quelqu'un dépose une demande de brevet sur votre solution. Ça, l'enveloppe solo vous permettra de vous protéger et vous permettra de dire à un juge, typiquement, regardez, j'avais l'antériorité sur cette solution, donc vous pourrez toujours l'exploiter en France. A l'inverse, le brevet est un droit d'interdire aux autres de l'exploiter. Donc, quand on vous dit qu'une enveloppe solo suffit, par exemple, pour protéger une invention, ce n'est pas le cas. L'enveloppe solo ne vous protège pas du tout. D'où le prix d'une enveloppe solo. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des brevets sur les bases de données. Donc, ça se présente avec une page de garde qui contient toutes les informations sur le titulaire de la demande de brevet, sur les inventeurs, sur le titre, la date de dépôt, potentiellement si le brevet a été délivré et la date de délivrance. Ce brevet contient des figures qui illustrent un peu votre solution.
Et ces figures sont accompagnées d'une description détaillée de votre solution. Donc la description doit permettre à l'homme du métier de reproduire votre solution. Ça, c'est également le pendant du dépôt d'une demande de brevet. C'est-à-dire, vous déposez une demande de brevet, donc vous essayez d'obtenir un monopole sur quelque chose, enfin un droit d'interdire plutôt. En contrepartie, vous acceptez que votre solution soit publiée. Donc que tout le monde ait accès aux détails de votre solution. Ensuite, la partie la plus importante d'un brevet, enfin, même si elles sont toutes assez importantes, mais la partie qui va donner le champ de protection de votre brevet, ce sont les revendications. Donc c'est celles qui sont le plus travaillées afin de définir le cadre juridique. Et enfin, c'est vraiment la partie la plus importante, on va dire, d'un brevet. Voilà, et donc là, je vous ai mis la procédure classique, on va dire, pour la délivrance d'un brevet. Donc ça commence évidemment par des échanges entre vous, votre conseil, pour définir exactement le cadre de protection que vous souhaitez, pour définir ensemble les contours, on va dire, de la rédaction. Ensuite, une fois que votre conseil vous a rédigé votre demande de brevet, que vous avez validé le projet, on peut arriver au dépôt de la demande de brevet. Donc ce dépôt de la demande de brevet, on le réalise devant l'INPI. Ensuite, démarre la procédure de délivrance. Donc dans un délai, on va dire de 4 à 5 mois, l'INPI vous donne une autorisation de divulgation. L'autorisation de divulgation permet de savoir si votre solution est retenue ou non par la Défense nationale. Il faut savoir que la Défense nationale a un droit de regard sur tout brevet qui va être déposé, pour savoir si ça l'intéresse, si ça ne doit pas être classé secret défense. Typiquement des procédés pour des guidages domicile et tout ça, ça ne va pas être publié. Donc la Défense va le garder. Mais pour beaucoup d'autres inventions, enfin, la Défense, ça ne l'intéresse pas. Ensuite, dans un délai de 8 à 9 mois, l'INPI va émettre un rapport de recherche préliminaire. Donc dans ce rapport de recherche préliminaire, en fait, l'INPI cite tous les documents qu'ils auront pu identifier qui sont plus ou moins proches de votre solution et qui peuvent entraver la brevetabilité de votre solution. C'est-à-dire qui pourrait être jugé, qui pourrait aller à l'encontre de la nouveauté de votre solution ou à l'encontre de l'activité inventive. Enfin, le rapport de recherche, oui, il y a également l'opinion écrite de l'examinateur qui est jointe à ce rapport de recherche. Donc ensuite, à vous ou à votre mandataire, c'est-à-dire à votre conseil, d'analyser le rapport de recherche qui a été émis par l'INPI et de modifier, si besoin, le jeu de revendication de votre demande de brevet afin de pouvoir aboutir à une délivrance. Cette délivrance intervient généralement dans un délai de, on va dire, entre 2 et 4 ans après à compter de la date de dépôt. Et donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a une publication de votre demande de brevet. Donc cette publication intervient au bout de 18 mois. Et là, tout tiers peut avoir accès du coup à votre solution, ce qui est le pendant de votre droit d'interdire. Et il y a donc des annuités à payer tous les ans pendant un maximum de 20 ans, sachant que le prix de ces annuités est croissant et dépend également du territoire que vous avez choisi.
Ensuite, un deuxième type de protection dont on a déjà parlé, c'est le dessin et modèle. Alors, le dessin et modèle permet de protéger l'apparence, enfin la forme esthétique d'un produit, contrairement au brevet qui protège la forme technique. Donc c'est complémentaire au brevet. Donc peuvent être protégés les éléments en 2D par le biais de dessin ou les éléments en 3D par le biais de modèles. En ce qui concerne le dessin et modèle, les critères d'obtention sont la nouveauté, mais également l'originalité. Au contraire d'un brevet où il y a trois critères, là seulement 2 sont retenus. Donc la nouveauté, l'originalité. Et il ne faut pas que ce soit dicté par la fonction du produit, du coup, sinon ça deviendrait technique. Alors les dessins et modèles, alors d'office, oui, un dessin et modèle est protégé par le droit d'auteur. Par contre, une forme esthétique est protégée d'office par le droit d'auteur, pardon. Par contre, pour obtenir un dessin et modèle, il faut effectuer des démarches auprès de l'INPI. Et oui, en fait, ce dessin et modèle permet d'obtenir une date certaine, là où le droit d'auteur, il faut obtenir une preuve, en fait, que vous êtes l'auteur d'une création, alors que le dessin et modèle vous apporte cette date certaine, puisque vous avez déposé votre dessin et modèle à une date donnée. Et il faut savoir, oui, que dessin et modèle et droit d'auteur sont cumulables en droit français. Donc, de même que pour les brevets, les dessins et modèles sont valables pour un territoire donné et sont valables pour une durée de 5 ans renouvelable jusqu'à un maximum de 25 ans. Je vous ai mis quelques exemples de dessins et modèles assez connus avec la Nintendo 64 et des gens d'Audi. Donc il faut savoir que pour le dessin et modèle, alors en France il n'y a pas de nombre limité de vues que vous pouvez mettre dans un dessin et modèle. Par contre pour les modèles communautaires, c'est-à-dire internationaux ou européens, il y a un maximum de 10 vues. Une autre façon de vous protéger, c'est de protéger votre marque. Alors la marque est très utile, puisque au final c'est la marque qui vous permettra de faire la promotion, de faire la distribution, de vous faire connaître auprès de vos clients. C'est votre nom commercial. Donc c'est très important de le protéger, de bien le choisir, parce que c'est vraiment votre première interface avec un client. Cette marque donc, peut revêtir différents aspects. Il y a tout d'abord les marques verbales, donc qui sont des mots, des noms, des slogans, des chiffres, des lettres, typiquement Coca-Cola. Vous avez des marques figuratives, qui peuvent être des dessins ou des logos. Par exemple, le N de Netflix, la pomme pour Apple, le X pour Xbox, tout ceci. Et il y a également des marques semi-figuratives qui sont la combinaison des deux précédents. Je vous en montrerai un exemple dans le slide d'après. Et d'autres types de marques sont apparus ces dernières années. Et on va reprendre l'exemple de Netflix avec par exemple la marque sonore. Donc c'est le bruit que fait Netflix lorsqu'on démarre un film. Il y a par exemple également Apple, lorsqu'on démarre un MacBook, il y a toujours le même bruit, ça c'est une marque sonore. On a également les marques de mouvement, donc ça c'est on va dire les petits génériques,
Lorsque vous démarrez une Xbox, il y a toujours un petit générique de démarrage, pareil pour la PS5, pareil pour Netflix d'ailleurs. Et en dernier, les marques de multimédia, donc qui sont un cumul de marques sonores et de marques de mouvement. Les critères de validité d'une marque, donc une marque doit être distinctive, elle doit être disponible, d'où l'intérêt de bien vous renseigner avant. Et une marque doit être déposée, évidemment. Vous ne pouvez pas considérer que vous pouvez utiliser votre marque juste parce que vous l'avez imaginé, sans vérifier auparavant que cette marque n'a pas été prise et avant de vous assurer que vous l'avez, donc que vous l'avez bien déposée. Et dernier critère, une marque doit être utilisée sous peine de déchéance. Après un certain délai, en fait, des tiers peuvent demander la déchéance de votre marque pour l'utiliser à leur compte si jamais vous ne l'utilisez pas. Donc quelques exemples avec deux marques semi-figuratives. Donc la première, Coca-Cola, évidemment. La deuxième, c'est une chaîne de restaurants. Donc, qui peut être utilisée puisqu'elle n'entre pas en concurrence avec Coca-Cola. Elle aurait été utilisée, par exemple, pour des boissons gazeuses ou autres. Et cette marque n'aurait pas pu être déposée, n'aurait pas pu être utilisée. Et à droite, une marque figurative, donc Apple. Voilà, donc ces différents droits de propriété industrielle, outre le fait qu'ils vous permettent de sauvegarder votre savoir-faire, de sauvegarder vos idées et de vous protéger, peuvent avoir différents avantages dont on va parler. Tout d'abord, ça représente un vrai indice de dynamisme de votre société, par exemple, et un vrai indice d'innovation dans le cadre, par exemple, de brevets. Si des gens voient que vous avez une dizaine de brevets, ils verront que vous innovez, que vous êtes actif sur tel ou tel domaine, et ça peut les pousser à investir dans votre société, par exemple, dans le cadre de levée de fonds. Ça peut également permettre, si vous cherchez des financements toujours, ça peut permettre d'obtenir plus facilement des prêts auprès de banques, puisque les banques ont des actifs, donc vos brevets, vos dessins et modèles, qu'ils peuvent gager en contrepartie de l'argent qu'ils vous prêtent. Ce sont également les premiers actifs que vous avez, bien avant, normalement, d'avoir un chiffre d'affaires. Puisque si vous déposez une demande de brevet, vous le faites en amont de commercialiser votre solution. Dans le cadre du brevet, ça vous fournit également, si votre brevet est délivré toujours, un monopole d'exploitation, un monopole d'exploitation sous réserve que d'autres brevets n'existent pas et qu'ils entravent votre exploitation. Ça peut vous fournir un monopole d'exploitation. Si vous avez des brevets, vous pouvez également concéder des licences à des potentiels concurrents et donc obtenir des royalties sur ces licences. Et vous pouvez également, oui, influencer le choix des futures technologies, ce qui est un peu plus rare, on va dire.
il est, alors, il est important d'avoir conscience que tout n'a pas été inventé et qu'il ne faut pas se mettre la barre trop haute sur ce qu'est un brevet, sur ce qu'est une innovation, on va dire. Il n'y a pas besoin de révolutionner le monde pour obtenir un brevet. Vous pouvez obtenir des brevets vraiment sur des détails, mais qui vont changer vraiment, qui vont vous changer la vie, c'est-à-dire qui vont vous fournir une solution technique à un problème donné. Et ce petit détail, si vous obtenez un brevet, vous pouvez vraiment en faire quelque chose. Vous pouvez, si vous le vendez à des concurrents qui ont le même problème que vous pouvez obtenir un monopole, vous pouvez obtenir de l'argent. Et pourtant, ce sera vraiment un détail. Donc, faut vraiment pas avoir peur de se poser la question de protéger sa solution. En lien avec la réussite pour l'obtention de prêts ou pour le fait de trouver des fournisseurs, une étude a été faite. Il y a 22% de chances de réussite en plus pour une start-up de survivre si elle a déposé une demande de brevet sur sa solution. Pourquoi? Parce qu'elle va être mise plus en lumière, elle va trouver des investisseurs plus facilement, elle va obtenir des financements plus facilement, donc elle va se développer plus facilement toujours. Alors, quelques conseils pratiques à faire et à ne pas faire. Quand vous avez une solution. Alors, le temps que vous n'avez pas protégé votre solution, le plus important, c'est de protéger votre idée, votre solution surtout, par le secret, c'est-à-dire de ne pas exposer votre solution, de ne pas en parler à des tiers, de ne pas commercialiser, enfin voilà, de vraiment garder votre solution au secret. Si jamais vous avez l'obligation d'en parler, notamment à des fournisseurs, peut-être des fournisseurs de matières premières, à des potentiels investisseurs, c'est très important de faire signer des accords de confidentialité avec ces tiers, de sorte à conserver toujours ce secret. Si vous ne signez pas d'accord de confidentialité, rien n'empêchera votre fournisseur ou votre banquier ou le tiers avec lequel vous en avez parlé d'aller déposer une demande de brevet à votre place et de vous doubler. Et là, malheureusement, il n'y a pas de solution. À part si vous pouvez prouver qu'il l'a volé. En ce qui concerne les créations, un conseil est de conserver une date certaine. Alors cette date certaine peut être prouvée par des mails, par des cahiers de laboratoire, par des enveloppes solo notamment. Et il est important de documenter un maximum vos preuves. C'est-à-dire des captures d'écran, des photos, des explications techniques, un cahier des charges, les spécifications, bref. Tout ce que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à lui faire prendre une date, de sorte à pouvoir prouver en cas de besoin. Ensuite, il faut vous poser la question du type de protection dont on a parlé tout à l'heure, du type de protection qui va être le plus adapté. Est-ce que vous avez une solution technique? Dans ces cas-là, ce sera une demande de brevet. Est-ce que ça n'a rien de technique, mais par contre c'est esthétique? Dans ces cas-là, ce sera plus du dessin et modèle. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux le garder secret? Ça, c'est des discussions également que vous pouvez avoir avec vos conseils.
Tout dépend de votre solution, tout dépend du marché que vous visez. Et il n'y a pas une vérité. Et dernier point, même si vous avez un brevet, je vais prendre l'exemple du brevet, votre brevet c'est un droit d'interdire, mais c'est pas forcément un droit d'exploiter. Pourquoi? Parce que imaginez, vous avez une trottinette électrique, vous avez amélioré cette trottinette électrique, vous avez déposé un brevet. Vous allez pouvoir interdire, et vous avez un brevet délivré, vous allez pouvoir interdire à des tiers d'exploiter votre solution de trottinette électrique améliorée. Pour autant, il y a peut-être d'autres personnes qui auront un brevet sur la trottinette électrique. Et dans ces cas-là, ces personnes pourront vous empêcher également d'exploiter. Et dans ces cas-là, il faut négocier. Enfin, tout est question de négociation après. Mais donc, c'est pas parce que vous avez des brevets délivrés, c'est pas parce que vous avez des titres de propriété industrielle que vous pouvez exploiter. Et ça, c'est important de le savoir. D'autres choses à faire et à voir, c'est d'anticiper toutes les difficultés potentielles. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez des salariés qui ont créé quelque chose, qui veulent faire une demande de brevet, est-ce que quel est le statut de ces salariés? Est-ce que cette invention a été faite dans le cadre de leur mission ou est-ce qu'elle a été faite hors de la société? Est-ce que c'est sur le marché de la société, enfin sur le fonds de commerce de la société, ou est-ce que c'est sur un domaine totalement différent qui n'intéresserait pas l'entreprise? Est-ce que ces salariés sont des apprentis, des stagiaires? Est-ce qu'il y a des rémunérations qui sont prévues par des conventions collectives? Est-ce qu'il y a des accords Donc voilà, vraiment vous renseigner sur le statut des inventeurs. Et voilà les clauses contractuelles dans le cadre de stagiaires ou de thésards. Certaines écoles prévoient des rémunérations pour les stagiaires ou les thésards qui auraient trouvé des solutions dans le cadre de leur thèse. Et donc anticiper ces difficultés permet de ne pas avoir à faire face à des problèmes par la suite une fois que le brevet est déposé, que les inventeurs sont nommés et là, les problèmes peuvent commencer. Ensuite, des choses à ne pas faire. Comme dit tout à l'heure, divulguer publiquement ses idées. Par exemple, si vous exposez là sur le salon, vous ne pourrez plus breveter. Publier des articles, publier sur votre site internet, commencer à le vendre dans des brochures. Ça, tout ceci, en fait, ce seront des antériorités et donc qui seront utilisées contre vous lorsque vous essayerez d'obtenir une demande de brevet, un dessin et modèle ou autre. Donc voilà, discuter de l'invention à l'extérieur de la société, si vous n'avez pas signé d'accord de confidentialité, c'est très risqué. Et également laisser des zones d'ombre dont on en a parlé dans le cadre des contrats au niveau des salariés, voire même si vous travaillez en collaboration dans le cadre d'un consortium par exemple, bien définir avant les clauses de propriété industrielle. Par exemple, si une solution est faite en collaboration entre toutes les sociétés, qui est détenteur des droits? Est-ce que c'est bien réparti entre tout le monde? Est-ce que la société qui finance par exemple 75% est détentrice des droits? Tout ceci est à définir bien avant. Dans le cadre d'un codépôt aussi, quand plusieurs déposants quand plusieurs personnes ou sociétés sont déposantes,
qui a le droit de décision, à qui appartient ce droit, quel pourcentage. Tout ceci peut être défini par contrat. Donc la propriété intellectuelle et industrielle coûte. C'est des frais qui sont non négligeables quand même pour une société, surtout pour une start-up. Quand elle vient de démarrer, c'est vrai que sortir quelques milliers d'euros, c'est pas toujours évident. Mais pour ceci, les collectivités, les départements, les régions, l'État par l'intermédiaire de la BPI, les chambres de commerce, ont tout un tas de dispositifs pour vous aider. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, qui peut vous rembourser 30% de vos frais d'un brevet. Donc de la demande de brevet, de la rédaction jusqu'à la délivrance. Il y a plusieurs moyens de vous défrayer, tout simplement. Et donc sur ces points-là, on peut bien évidemment vous accompagner. L'INPI a également sorti un pass pays qui vous permet de vous faire subventionner à hauteur de 50% de vos prestations de propriété industrielle. Et également l'Union européenne. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est pareil au niveau de la BPI, au niveau de tous les organismes institutionnels et principalement auprès de vos conseils qui pourront vous donner toutes les informations adaptées au titre de propriété industrielle que vous voulez. Par exemple, si vous voulez un brevet dessin et modèle, les aides ne sont pas toujours les mêmes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, les premiers rendez-vous sont gratuits, on va dire. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et enfin, c'est pas une fois que c'est trop tard, une fois que vous avez démarré votre commerce, que vous avez vendu votre solution, qu'il faut réagir. En propriété industrielle, il ne faut pas réagir, mais il faut d'abord anticiper en se protégeant bien pour préserver son savoir-faire, pour préserver son fonds de commerce. Y a-t-il des questions ? Bonjour. Vous dites tout à l'heure que dans la recherche d'antécédents que faisait l'INPI, on pouvait considérer la communication qu'on aurait pu faire soi-même comme étant un antécédent ? Typiquement, si on commence sur un salon à parler de notre solution, et qu'ensuite on fasse une demande de dépôt de brevet. Alors l'INPI peut utiliser les publications techniques, peut utiliser les demandes de brevet, mais peut utiliser tout un tas d'autres moyens. Tout dépend ce que vous avez. Enfin, tout dépend si quelqu'un peut prouver que vous étiez là. Mais sur un salon, il y aura des publications techniques, il y aura des photos, donc même un tiers pourra prouver a posteriori, même si l'INPI délivre votre demande de brevet. Vous obtenez un brevet, oui, mais un tiers va vous contrefaire, on va dire. Vous voulez l'attaquer en justice en utilisant votre brevet. Lui pourra vous sortir des photos d'un article de presse ou autre, prouvant que vous avez demandé votre brevet en 2020, alors que l'article de presse est sorti en 2017. Et dans ces cas-là, vous vous tirez une balle dans le pied. Ah, d'accord. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper. Merci à vous.